Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire et de servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un jeune par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OCIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant ? Comment mieux le soutenir et l'accompagner ? Dans quelle force puisse-t-on pour se construire ? Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Brice, 44 ans aujourd'hui, et chef cuisinier comme son père, qu'il a perdu brutalement à l'âge de 7 ans et demi. Le point de départ d'un parcours chaotique, fait d'épreuves et de ruptures, avant de retrouver la paix. Je rentre de vacances, j'ai 7 ans et demi, je suis avec mes grands-parents. Mon père a un hôtel-restaurant à ce moment-là. On passe devant l'endroit où on réside, on voit les pompiers, mais on se pose pas de questions, on fonce au restaurant pour voir mon père. Et là, je vois tout le monde en pleurs, tout le personnel en pleurs, ma famille en pleurs. Mes grands-parents l'apprennent parce qu'ils sont avec moi, mais moi je suis pas au courant. Je tourne dans le resto pendant 1h30 à peu près, et je ne sais pas, et c'est ma tante, il y avait une buanderie, je me souviens très bien, comme si c'était hier, Il y avait une buanderie où on faisait le linge pour l'hôtel, et elle m'assoit sur des escaliers en bois, et elle me dit, ton papa, il est au ciel. Et là, c'est la chute, quoi, c'est vraiment, pour moi, je sais pas ce qui se passe, c'est comme le ciel qui vous tombe sur la tête, quoi, vraiment. Ce jour-là, le jour où je rentrais de vacances, justement, il s'est levé à 7h du matin, comme d'habitude, et là, il est tombé par terre, infarctus du myocarde, et il est mort instantanément, à 35 ans. Je pars en pleurant. Je sais plus où aller, en fait. Ma mère a accompagné mon père, parce qu'il était mort cliniquement. Les pompiers sont venus le chercher et elle était partie accompagner mon père. Donc depuis avant les vacances, j'avais pas revu mes deux parents. Et j'apprends que mon père est mort et ma mère n'est pas là. Par qui me faire consoler ? Voilà, parce que il faut ça, je pense, pour quand on apprend quelque chose comme ça. C'était pas ma tante qui pouvait le faire. J'étais pas assez proche d'elle et puis dans ma famille ils sont un peu durs, un peu voilà. Ils ont pas forcément le tact pour consoler un enfant, surtout quand c'est pas le leur. Ma mère était absente. C'était non, c'était pas chouette. D'ailleurs, ça a duré parce que il y a eu des problèmes financiers qui sont arrivés tout de suite parce que mon père n'était pas assuré, il venait d'acheter ce restaurant. Mon père était cuisinier, puis à un jeune âge, il avait commencé très tôt. Il était très respecté à Lyon, il était dans les chefs montants un peu de Lyon depuis 2 ans. Donc on a tout perdu, tout le monde est venu tout récupérer, enfin c'était vraiment l'embrouille dans ma petite tête. J'ai vu ma mère qui s'est engueulée avec des gens de la famille. Il y a eu des grosses engueulades, des divisions familiales, quoi. Et le pire, c'est que j'ai été séparé de ma sœur dès la mort de mon père. Et ça c'est le plus gros. Je dirais, c'est la plus grosse erreur que ma famille ait pu faire. Voilà. C'était pas réfléchi du tout. C'était nul parce que en fait, on se retrouve d'une famille à seule. Alors, quand on perd un membre de sa famille, je pense qu'il faut essayer de conserver les proches, quoi, les plus proches, les laisser ensemble, mais faire ce que m'a fait ma mère, je lui en veux pas, parce qu'elle avait certainement besoin de faire ça. Mais, alors, se séparer de ma mère, qui était mon seul parent, ok, mais se reséparer de ma sœur, là, c'était pas possible, quoi. Pendant 1 mois, j'ai une de mes sœurs qui est allée chez une de mes tantes, et moi, je suis allé chez mon autre tante. Et donc là, on n'a plus de père, on est chacun séparés chez 2 tantes, et on voit pas notre mère pendant 1 mois. Et là, je pense que c'est le pire. Ma mère était très fragile psychologiquement, elle avait déjà été soignée dans des cliniques et des hôpitaux pour des problèmes psy.
Je pense qu'elle a pas supporté ce drame. Je sais pas où elle était pendant ce mois-là où je voulais l'appeler très souvent, tous les jours, et je lui ai dit: maman, tu viens me chercher parce que je peux plus. Et au bout d'un mois, elle est venue me chercher. Elle avait les cheveux complètement tondus. C'était un choc, encore une fois. J'ai pas reconnu ma mère. C'était une période complètement floue. On avait quitté l'école en Suisse. Je suis allé chez ma tante, donc déscolarisé. Ensuite, on est allé vivre chez ma sœur, rechangement d'école. Ensuite, on est allé habiter chez mes grands-parents, rechangement d'école. On dormait à 3 dans le même lit. Parce qu'on n'a eu plus rien, en fait. On avait une jolie vie avec mon père, et d'un coup, une vie de merde. J'ai quitté l'école du jour au lendemain. J'étais pas très à l'aise. J'étais jamais à l'aise à partir de cette période-là. Et puis on a dormi à 3 chez mes grands-parents, et c'est là que ma mère a commencé à être un peu violente. Moi, je bougeais un peu pendant la nuit, et je me souviens qu'elle me mettait des coups dans le lit pour pas que je bouge. Et j'étais au milieu entre ma sœur et ma mère, et je bougeais pas, quoi. C'était un peu dur. C'était chez mes grands-parents, avec qui ma mère s'entendait plus ou moins bien, parce qu'elle était plus âgée que mon père, elle avait 7 ans de plus. Mes grands-parents n'étaient pas trop pour le mariage de mon père avec ma mère. C'était un remariage de ma mère, donc elle avait déjà 3 enfants, mon père avait 7 ans de moins qu'elle, et donc ça, à l'époque, c'était pas très bien vu, donc l'enterrement de mon père, j'y ai pas été convié parce que trop petit, je pense. Je me souviens du jour où ça s'est passé. Je savais que ça se passait ce jour-là, mais j'y étais pas. J'y étais pas. Par contre, à quel endroit j'étais, par qui j'étais gardé, je ne sais plus. Ces douleurs d'enfant, oui, je pense les avoir exprimées, mais ma mère comprenait pas. Elle a été élevée à la dure, éduquée à la dure. Elle s'est reçue des torgnoles aussi, et elle était dure. Donc, elle avait une grosse sensibilité, mais elle pouvait être extrêmement dure. Et je pense pas qu'à ce moment-là, au moment où on était enfant, vraiment, enfin, je veux dire, avant notre adolescence, je pense pas qu'elle pouvait comprendre ou percevoir nos mots. Ma mère, c'était ceinturon et vas-y, enlève ton pantalon, et voilà, c'était ça. En fait, elle faisait comme son père faisait avec elle. Et donc, il y a eu ça aussi à la mort de mon père. Il y a eu... elle a pensé peut-être remplacer l'autorité de mon père par ça. Sauf que... ça bousille un peu. Elle nous protégeait, mais pas en nous donnant de l'amour, en essayant de nous éduquer, de nous rendre plus forts, plus durs. Mais je pense que c'était peut-être pas la bonne méthode, quoi. C'était en nous disant, la vie, c'est dur, c'est chiant, vous allez morfler, mais c'était pas en nous disant, mes petits amours, je vous aime, je vous lâcherai pas, quoi. Elle nous le disait pas. Et c'est dommage, parce qu'elle le pensait, mais je pense qu'elle savait pas le dire, quoi. J'ai fait 4 écoles en l'espace de à peine 2 ans. Donc difficile de trouver des copains, de se mettre au travail. Puis on est passé d'une vie... bah oui, mon père avait les moyens quand même, il se débrouillait bien. Et c'est vrai que ma mère, c'était compliqué là, de reprendre un petit peu le job pour gérer le côté finance, quoi. Manger de la merde, hein, on n'avait pas le choix. On a habité en HLM ensuite. Et là, c'était une cité une petite quartier de banlieue de l'Ouest lyonnais. Donc l'Ouest lyonnais, c'est quand même assez bourgeois, hein, mais on était dans un quartier un petit peu sensible. Donc, et puis là, en fait, dans un quartier, on est obligé de créer des liens. Hein. On a besoin de copains, et on a besoin de trouver une identité, de se faire respecter aussi. Et puis là, c'était un peu la débandade, quoi. C'est le début de l'adolescence où je commence à me lâcher et puis à dire merde à la vie, quoi. Ma sœur, elle aussi, elle a fait beaucoup de bêtises, hein. Elle a même commencé un petit peu avant moi parce qu'elle était de 3 ans de plus que moi.
Et elle se battait. Elle s'est pris quand même pas mal de raclées. Ma mère lui balançait la bouilloire dessus, quoi. Chaude, voilà. Je vais te passer par la fenêtre, machin, ça se tirait les cheveux. Moi, j'étais gamin. Donc, j'hurlais, je les séparais. Ma mère, hors d'elle, comme un animal, quoi. Ta gueule, toi. Voilà, c'était vraiment violent, quoi. Et ben voilà, comment vous voulez... c'est dur de grandir dans un truc comme ça, quoi, de se dire, c'est quoi la vie? On se dit, c'est quoi la vie? Est-ce que c'est ça, la vie? Et donc ça s'est bien tendu avec ma mère. Et puis au plus j'en recevais, au plus je faisais de con, quoi. Parce que c'était, vas-y, continue, et puis tu vas voir, moi je vais faire pire. Donc quelques conneries, puis de plus en plus grosses. Jusqu'à la limite, jusqu'aux flics, aux tribunaux. Moi j'ai eu un copain qui est parti en prison à mes 18 ans. Enfin, avant mes 18 ans. Il s'appelait Mustapha, c'est mon ami, mais je le vois plus, mais ça reste mon ami. Et voilà, et c'est pour ça que il n'y a jamais eu d'arrêt. Jusqu'à ce qu'il y ait des hommes qui interviennent, des éducateurs, des juges pour enfants, des policiers, voilà. C'est ça qui m'a, en fait, arrêté. Voilà, c'est l'autorité, d'hommes, parce que j'idéalisais les hommes, je remplaçais mon père par ces hommes-là. C'est fou, quand même. Et pour moi, il y avait que des hommes qui pouvaient être en âge de mon père, qui pouvaient avoir de l'autorité sur moi. Parce que j'avais reçu une mauvaise autorité de la part de ma mère. C'était mal fait. C'était pas dans le dialogue, c'était dans la branlée, puis après on discutait. Mon copain se retrouve 2 ans en tôle, et moi je suis placé dans un centre de jeunes délinquants, à côté de Chambéry. Ça s'appelle la Belle Étoile. Ouais, ok. Super, je vais à la Belle Étoile, et je me retrouve qu'avec des tarés, des mineurs qui doivent aller en tôle, mais pour d'autres affaires. Il y en avait un qui avait tué un gars dans une sortie de boîte de nuit. Ils se connaissaient tous, hein. Ils étaient tous là-bas depuis des années. Il y en avait un ou deux qui étaient un peu sensibles, comme moi. Heureusement, je les ai trouvés, mais à l'époque, on vous piquait vos clopes, vos jeans, t'avais plus rien. Tu te faisais dépouiller par les mecs. Ils te foutaient un couteau là. Vas-y, tu viens, on fait le tabac ce soir. Ils allaient faire des tabacs du coin, des machins, et piquer des bagnoles. Bon, les trucs dont je voulais sortir, en fait. J'avais 16 ans. J'avais commencé ma première année d'école hôtelière. Et là, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, sors-moi de là, parce que là, c'est pas possible. C'était une sauvagerie, quoi. C'était pas possible. C'était pas pour moi. Ma mère voulait pas venir me chercher, hein. Elle m'a laissé. J'ai dit, maman, tu viens pas me chercher, je me casse. Je me casse, tu me retrouveras jamais. Elle est pas venue, et c'est ma sœur qui est venue me chercher, une de mes grandes sœurs. Et elle m'a récupéré chez elle. Elle habitait à Cannes. Donc j'ai fini mon école hôtelière à Nice, et là j'ai travaillé, enfin, sorti de ce truc. Elle m'a mis sur les rails, mais en douceur, quoi. Elle m'a jamais brusqué, ma sœur. Elle a compris mon mode de fonctionnement. C'était la belle vie chez elle. À l'école, non, je le dis pas. Je dis pas que mon père est mort, parce que je rattaque une nouvelle vie, en fait, sans lui. Et justement, je pense que j'essaye un peu de l'oublier au début. J'essaye de passer à autre chose et de construire différemment. Il y a que si quelqu'un me dit qu'il lui est arrivé la même chose, là, je rentre en contact et on discute de ça. J'ai terminé mon Greta. Au moment où j'avais 18 ans, j'ai passé mon CAP BEP et je l'ai eu et j'ai bossé. Tout de suite après, j'ai entamé une saison dans un hôtel à Cannes qui s'appelait l'Orset Savoy. C'était un hôtel 4 étoiles, j'étais fier. Voilà, première place en cuisine. Oui, j'ai des rituels pour faire vivre mon père. C'est que déjà je fais son métier, ça c'est un rituel journalier, hein, parce que j'ai pas un jour où je pense pas à lui. C'est pas possible en faisant ce qu'il fait. Je m'adresse à lui en priant. Et puis après, c'est plus des prières, on communique sans prier, quoi, comme s'il était là. Et moi, je lui parle souvent. Et je sais qu'il m'entend. Limite, il me répond par des signes. Je sais qu'il est là parce que déjà, il y a eu beaucoup de signes de par mon métier. Et dans la vie, j'ai des espèces de coups de bol quand même.
voilà, réussir cet examen. Moi, j'avais jamais réussi un examen de ma vie. Je me suis toujours dit que j'étais pas bon, tu vois, à l'école. Je me suis jamais mis en valeur moi-même. Et donc, ouais, j'ai eu pas mal de coups de chance. Et je sais que le patron, le papa, il m'a aussi bien poussé là-dedans. Ma petite carrière. J'ai toujours avancé, j'ai gravi les échelons, j'ai commencé par des grosses boîtes, enfin des restaurants gastro assez durs, où j'ai eu la chance d'aller vite, de grimper vite, parce que la hiérarchie en cuisine, c'est long. Puis même, j'ai eu ma femme, mes enfants, tu vois, je suis depuis 25 ans avec ma femme, c'est quand même énorme, hein, 25 ans, je l'ai connue à 19 ans, juste après mes conneries, hein, faut le dire, hein. Elle m'a aidé aussi à pas retourner dedans parce que c'est dur de seul, c'est compliqué de se remettre sur les rails. Même si ma sœur avait bien commencé le boulot, c'est tellement facile de basculer dans les conneries quand on n'a rien à perdre. Donc voilà, ça y est, bon, je suis moins fragile. Les blessures, elles se ferment quand même. Quand quelqu'un me parle de son père, j'écoute parce que je me dis ben comment il a arrêté le mien et puis tu vois, donc à chaque fois qu'un mec ou même une nana me parle de son père, ça me fascine quoi, c'est parce que je sais qu'un père c'est formidable quoi. Mon père, moi, c'était la joie de vivre quoi, donc j'essaye de et ben en fait je le fais vivre en essayant d'être comme lui, voilà, par rapport à mes enfants. J'ai l'impression de lui ressembler, ouais, voilà, c'est comme ça, je le fais vivre et je pense que je lui ressemble vraiment. Je suis un grand consommateur de la vie, en fait, oui, parce que, bah, comme je suis vivant, j'ai l'impression d'avoir de la chance en tout, chaque jour. Et c'est pour ça qu'on minimise vachement les malheurs et on maximise les bonheurs. En fait, la figure de mon père m'a pas manqué du tout parce que, comme je l'ai connu jusqu'à 7 ans et demi, je me souviens très, très, très bien de tous les moments forts avec lui. Mais vraiment, comme si c'était hier. Et mon père, je sais qu'il était un peu, j'ai reproduit, hein, je pense, hein. Il était un peu dans l'excès, un peu à nous gâter, à nous chérir, à nous. Ses enfants, c'était voilà, il faisait tout pour quoi. Vraiment, hein. Il faisait tout pour. C'était nos limites, mon père. Moi, je l'ai comme ça, hein. Et après, en fait, on a eu que des limites à sa mort. Et donc, j'ai gardé le meilleur, quoi. J'ai pas cru pendant longtemps que j'arriverais à mes 35 ans. C'est vrai. 34 ans et demi, je m'en souviens, je me suis dit, je suis pas mort. C'était bizarre, hein. Et là, depuis chaque année, je me dis, c'est encore une année de gagner pour mes enfants, pour les aider à se construire. Chaque année. Et alors là, c'était l'anniversaire de mon fils. Il a eu 8 ans hier. Et moi, j'ai pas vécu mes 8 ans avec mon père. Et je me suis dit, c'est bon, quoi, c'est gagné. Et c'est pour ça qu'il était bien gâté, mon petit pépère, et on lui a fait un bel anniversaire. Parce que, ouais, 8 ans, c'était un âge à passer pour moi, enfin pour lui, quoi. Lui et moi. Et voilà, on y est, et c'était énorme. Moi, ça me guérit aussi, parce que je me dis, ben, on a pu le faire ensemble. La douleur s'atténue. On reste toujours avec ce deuil, ce manque, mais on se construit. Et au début, c'est un manque, c'est un morceau de soi qu'on perd. Et puis après, ben, comme on se construit, ça revient. En fait, on dirait que ça se régénère un peu. Pour moi, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'ai l'impression qu'on devient moins sensible aux autres décès. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu après ma mère. Alors là, quand j'ai perdu ma mère ensuite, parce qu'elle est décédée il y a 10 ans, ah bah là, j'étais blindé, quoi. Bon, il y a une année où on est complètement paumé, parce que là, on est vraiment orphelin. Mais bon, j'étais orphelin à 32 ans, c'est pas... Voilà. Bah là, j'étais blindé un an après. Franchement, un décès, ça me fait... Je dis pas que ça me fait pas mal, mais je suis moins triste qu'avant.
Et même si t'arrives un deuxième, un troisième truc, des fois tu sais très bien que c'est la roue, hein, qui tourne et qui va tourner. Et je le sais, hein. Des fois, j'ai un coup de poisse. Et comme j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup la poisse étant gamin, pour moi, la vie, c'était une poisse. Tu vois? C'était ça, la vie. D'ailleurs, dans la famille de ma mère, ils disent la vie, c'est une tartine de merde, on en mange un morceau tous les matins. Cette expression, je la déteste parce que c'est tellement faux. Et ouais, comme je disais, quand j'étais gamin, j'avais l'impression que c'était une poisse, la vie, que j'allais vivre toute ma vie. Et puis après, quand il m'est arrivé des belles choses, ben c'est l'inverse qui s'est produit. Et voilà. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver d'autres articles sur la mort et le deuil sur le site happyend.life ou sur ocirp.fr. Enfin, convaincus qu'il est primordial de libérer la parole sur ces sujets, nous avons créé les orphelinades, des rencontres autour d'un verre dédiées aux jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Si vous êtes intéressé ou tenté par l'aventure, retrouvez toutes les infos sur happyend.life.